C'est un régal sans égal. Le football joué au Stade des Martyrs, la compétition se poursuit, mais la République démocratique du Congo n'a plus son destin en main. 2 contre 3, le Sénégal a pris une sérieuse option sur la qualification. La localité de Ntoyo, à 7 km du secteur de Bambéré, dans le territoire de Lubero, pleure ses morts. Près de 100 corps sans vie ont été retrouvés après une attaque hier attribuée aux ADF dans le Nord Kivu. La République démocratique du Congo porte haut les préoccupations sur la biodiversité unique. Elle attend des engagements fermes et concrets des partenaires tenant compte des réalités du pays. La ministre de l'Environnement a profité de la tribune du 2e sommet africain sur le climat pour rappeler, nous le suivrons dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la RTNC. Près de 100 civils ont été tués dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, des attaques revendiquées par les terroristes des ADF qui ont pris pour cible les civils en pleine veillée mortuaire. On fait le point avec Oscar Balkaïch. Au moins 70 civils ont été tués et plusieurs portés disparus lors d'une attaque attribuée aux terroristes des EDF dans la localité de Toyo, située à 7 km du chef-lieu du secteur de Bapéré. Nous sommes dans les territoires de Lubero. Et du côté de Beni, 19 autres civils ont été massacrés par ces terroristes. L'attaque est intervenue vers 22h, heure locale, alors que les civils assistaient à une veillée mortuaire. Les assaillants les ont tués à l'arme blanche et par balle. Le chef du secteur, Maker Sovikunula, a fait état d'un bilan provisoire de 71 morts, 8 blessés, ainsi que de la destruction de 14 maisons et de plusieurs véhicules et motos incendiés. Il a également mentionné qu'une vingtaine de personnes sont portées disparues. Les responsables de la société civile locale que nous avons joints au téléphone craignent que ces bilans provisoires ne s'alourdissent, car de nombreux habitants sont toujours introuvables. L'intervention rapide des forces conjointes FARDC et UPDF, basées à Mangourjipa, a permis de limiter l'ampleur des dégâts. Après l'attaque, les assaillants se sont retranchés dans la forêt à l'ouest de Toyo. Les forces armées de la République ainsi que l'UPDF y mènent actuellement des opérations de ratissage. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi à Astana, capitale du Kazakhstan, pour une visite officielle stratégique, le renforcement des relations bilatérales et la signature d'un accord majeur avec le géant minier ERG. Et au cœur de cette visite, une étape clé dans la diplomatie économique congolaise et un signal fort en faveur des investissements, mais aussi un repositionnement de la République démocratique du Congo sur l'échiquier mondial. Regardez. La République démocratique du Congo est résolument engagée à construire des partenariats multisectoriels solides avec les États intéressés à transformer son énorme potentiel en véritable richesse. Ce mardi 9 septembre, en début de matinée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. Cette première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan, pays d'Asie centrale et ancienne République soviétique. Pour cette première rencontre de haut niveau, Astana a été bien pavoisé du drapeau tricolore de la République démocratique du Congo, une marque particulière d'accueil pour ce pays intéressé par l'énorme potentiel de la RDC et convaincu par la vision et le leadership de son chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce mercredi 10 septembre qu'est prévue la rencontre au sommet entre le président du Kazakhstan, Kassim-Jomart Tokayev, et son hôte de marque, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais présidentiel d'Akorda. En plus du cérémonial d'honneur adapté à cette visite d'État, il y est prévu une rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, puis une réunion bilatérale élargie aux membres des délégations respectives.
À travers cette visite d'État, Kinshasa et Astana veulent entreprendre une coopération mutuellement avantageuse dans plusieurs domaines, notamment celui des mines. C'est dans ces cadres qu'il sera procédé à la signature d'une série d'accords et mémorandums d'entente dans les domaines de l'exploitation minière et de la géologie, couvrant notamment l'exploration, l'extraction, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les mines et la formation des cadres et techniciens. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accompagné dans cette mission de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba. Revenons au pays 5 ans après l'arrêt de ses travaux. Le comité interministériel de la décentralisation renoue avec les réunions sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa. Une relance attendue qui marque la volonté de l'exécutif national de corriger les déséquilibres interprovinciaux et de concrétiser la vision d'une gouvernance de proximité au service des citoyens. Djokuku, Chimène Dondo et Pompoumba. En République démocratique du Congo, le processus de décentralisation reprend un nouveau souffle. Ce lundi, à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion importante avec plusieurs ministres et acteurs clés. C'est la première rencontre du comité interministériel de la décentralisation depuis plus de 5 ans. Objectif, relancer un chantier resté longtemps au point mort. Le point à l'ordre du jour aujourd'hui concernait principalement d'abord un état des lieux sur le processus. Depuis donc 5 ans qu'on n'a pas tenu de réunion. Et puis il y a eu certaines problématiques sur le transfert de compétences et sur la fonction publique locale, provinciale et nationale. Il y a eu ce problème très important qui concerne donc les finances locales. Et puis nous avons abordé certaines questions transversales, dont certaines concernant la Caisse nationale de péréquation qui a du mal à fonctionner, faute des ressources telles que prévues par la Constitution. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a de son côté réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation un levier de développement local en RDC. Dans une salle chargée d'émotions au Palais des Nations à Genève, la République démocratique du Congo a salué les efforts de la mission d'établissement des faits sur les violences dans le Kivu au cours d'un dialogue interactif avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme et les autres parties prenantes. Kinshasa a eu une fois de plus appelé à la reconnaissance du génocide oublié en République démocratique du Congo. Gaëtan Magalano, Gédéon Mutombo, Jean-Pierre Onema, nos envoyés spéciaux. Violation de droits humains, enrôlement forcé des enfants, exécution sommaire de civils dans le Rutshuru par le terroriste 123, journalistes, membres de la société civile et même des acteurs de l'appareil judiciaire ne sont pas épargnés par les exactions commises dans les zones sous occupation. Ces multiples violations ont été rappelées ce mardi par l'équipe des experts internationaux lors du dialogue interactif. Ceci confirme que le conflit à l'est de la RDC est un conflit armé international, avec la présence avérée des troupes rwandaises. Kinshasa a par ailleurs salué le travail des experts de la mission d'établissement de faits. J'ai félicité le haut-commissaire pour les rapports, mais j'ai indiqué qu'il aurait pu déduire de ses propres constatations que ce qui se passait en RDC était un génocide. Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du rapport met en lumière et systématique commis par le 123 et soutien rwandais. De toute évidence, tout le monde sait que le Rwanda est bel et bien en RDC, sinon on n'aurait pas signé cet accord à Washington, un accord bilatéral. Tout le monde sait que le Rwanda est partie prenante au conflit, mais tout le monde est habitué aussi à la culture du reniement permanent du Rwanda, et ces dénis continus ressemble bel et bien à une forme d'apologie du crime parce qu'il continue à les commettre. Ici, parce que nous sommes aussi là en marge des activités qui ont été organisées, notamment la table ronde ou la conférence sur les génocosts, c'est de dire qu'il y a eu en République démocratique du Congo de crimes graves. Si vous lisez le rapport du haut-commissaire lui-même sur les derniers événements dans le Rutshuru, ils disent qu'il y a eu
ciblage ethnique. Pour Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, les conditions de droits humains ne cessent de se dégrader dans les zones sous occupation. Parlons à présent de ce nouveau pas. Nyanza, précisément, les anciens combattants des groupes armés Tigre et Toi ont accepté d'adhérer au processus PDDRCS, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce après un engagement formel des autorités militaires. Ils ont donc accepté d'être désarmés et démobilisés. Peggy Mukunda. Revenus à la raison, 200 ex-combattants à l'ouest de Nyunzu dans les Tanganyika, issus des groupes armés Tigre, dirigés par Moïse Kafila et de Toi sous la conduite de Munyanya, viennent d'être désarmés et démobilisés. Ces ex-combattants ont volontairement accepté et déposé les armes. Après avoir entendu la voix des garants de l'unité nationale, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers son des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Le temps est venu pour ces ex-combattants de répondre à l'appel de la République et de retrouver leur place au sein des communautés. Munis de fusils calibre 12 et d'AK-47, ces ex-combattants se sont rendus spontanément auprès des autorités militaires à Nyunzu pour remettre leurs armes, marquant ainsi leur engagement ferme à adhérer au processus de DRCS. Au cours de cette cérémonie, plusieurs interventions ont marqué les esprits, notamment celle du chef des secteurs du sud de Lukuga, des leaders des armées concernées, du représentant du PDDRCS et de l'administrateur du territoire ad intérim. Après la cérémonie de remise d'armes au FRDC, ces ex-combattants ont entamé les différentes étapes du processus de mobilisation. Coopération policière, moteur d'une police intelligente et moderne. C'est autour de ce thème que s'est articulée l'activité de la Journée internationale de la coopération policière. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a représenté son collègue de l'Intérieur à cette cérémonie. Nadine Kilosho, Cédric Enina et Moké Malouma. Le monde entier célèbre ce mardi 9 septembre la Journée internationale de la coopération policière. En République démocratique du Congo, c'est le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a lancé les activités à Kinshasa au nom de son collègue de l'Intérieur, Jacques Chabani. Placé sous le thème coopération policière, moteur d'une police intelligente et moderne, cette journée vise à promouvoir une collaboration renforcée entre les forces de l'ordre. Aucune police ne peut prétendre triompher seule. À ce sujet, je voudrais d'ailleurs, au-delà de cette coopération internationale, rendre un hommage appuyé à nos vaillants policiers qui veillent chaque jour sur notre sécurité. Alors que notre pays traverse une des périodes les plus tumultueuses sur le plan sécuritaire, je tiens à saluer avec déférence le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui œuvre sans relâche grâce aux réformes courageuses conduites par le VPM de l'Intérieur pour une police moderne. De son côté, le commissaire général divisionnaire Benjamin Boni a réaffirmé son engagement pour une police moderne, professionnelle et ouverte à tous. Notre conviction de la police nationale congolaise ne peut relever que seuls les défis sécuritaires contemporains. La coopération avec nos partenaires internationaux ainsi que la coopération bilatérale constituent en fait un levier indispensable pour renforcer nos capacités et assurer une protection globale de l'ensemble de notre territoire. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a visité plusieurs stands pour découvrir les réalisations de la police nationale congolaise, de la MONUSCO ainsi que d'autres partenaires impliqués dans la réforme de la police nationale congolaise. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, Addis Abeba accueille le deuxième sommet africain sur le climat, une plateforme pour harmoniser la voix du continent face aux enjeux climatiques mondiaux. La ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, qui participe, a porté haut les préoccupations de la République démocratique du Congo, insistant sur l'urgence de préserver la biodiversité unique du pays. Elle invite également les partenaires à des engagements concrets tenant compte des réalités du terrain et des efforts déjà fournis par la République démocratique du Congo. Nicole Sessep-Loka et Guilain Kassou.
Du haut de la tribune du deuxième sommet africain sur le climat à Addis Abeba en Éthiopie, la ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat, la professeure Marie-Nyangen Dambo a relevé le rôle combien important de la République démocratique du Congo comme pays solution face au changement climatique avec plus de 62% de bassin du Congo et protège plus de la moitié de l'eau douce d'Afrique. La professeure Marie-Nyangen Dambo a insisté sur la nécessité de transformer le statut de la RDC comme pays solution par des actions concrètes pour protéger sa biodiversité et renforcer la justice environnementale mondiale. Pour la patronne de l'environnement, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'engage à promouvoir activement l'inclusion de l'écocide comme 5e crime international dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. La reconnaissance de l'écocide vise à tenir pour responsables les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui sont de la destruction massive de l'écosystème et menace ainsi les communautés locales. Ce processus diplomatique passera également par des instances telles que l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement. Revenons au pays pour parler de la campagne agricole 2025-2026 qui est déjà lancée et pour s'imprégner des récentes avancées agro-industrielles en matière de transformation des produits pérennes. La directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, a entamé une tournée dans la province du Nord Kivu et de la Tchopo, une mobilisation stratégique pour renforcer la chaîne de valeur agricole à travers le pays. Marthe Manga Zakalala. Redynamiser les producteurs de cultures pérennes et d'exportation dont le café, le cacao et l'huile de palme à l'est du pays, ce dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2025-2026, l'un des objectifs majeurs qui ont concouru à la tournée que vient d'effectuer la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, Mimi Monga Numbi, dans les provinces de la Tchopo et du Nord Kivu, les deux provinces cibles pour cette campagne. Aujourd'hui, l'ambition, c'est atteindre 300 000 hectares des espaces emblavés en cacao chaque année et dans les 5 ans, atteindre plus de 2 millions d'hectares parce que nous avons déjà plus de 500 000 hectares emblavés. Ajouté aux 300 000 chaque année pendant 5 ans, nous allons atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire, sinon nous pouvons même le dépasser. Donc, pour l'ONAPAC, c'est vraiment une très bonne chose parce que nous contrôlons ce secteur et pour nous, nous devons appuyer le gouvernement en tant qu'organe technique dans les produits pérennes d'exportation pour le retour des devises en République démocratique du Congo, mais aussi pour valoriser cette culture qui va aujourd'hui changer même le train de vie des paysans, des cultivateurs, mais aussi appuyer l'économie du pays. L'occasion était ainsi propice pour Mimi Monga Numbi et son ministre de tutelle, Moïndo Nzangi, de s'imprégner également des modifications agro-industrielles mises en place avec leur impact sur l'économie locale. Et je vous emmène à Lubumbashi, au Pullman Grand Caravia, qui a servi de cadre au lancement officiel de l'atelier d'évaluation et de vulgarisation du système Logirad 2 ans après sa mise en service. Ces assises lancées par la vice-ministre des Finances, Graciamba, visent à identifier les défis rencontrés et promouvoir une meilleure utilisation de cet outil essentiel dans la modernisation de la gestion des recettes publiques en République démocratique du Congo. C'est un reportage de la RTNC Lubumbashi. Organisé par le ministère des Finances via le Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, le COREF, cet atelier s'est tenu ce lundi 8 septembre 2025 à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi et avait pour objet central l'évaluation du logiciel de gestion des recettes fiscales Logirad. L'événement a réuni les principaux acteurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation. L'objectif, évaluer la première phase de déploiement de ce logiciel utilisé par la DGRAD et certains services d'assiette afin d'en assurer la vulgarisation. L'importance stratégique du Logirad a été soulignée par la vice-ministre des Finances, Mme Gracia Yumba Kazadi, qui a fait le déplacement de Kinshasa et le directeur général de la DGRAD. Ils ont mis en avant les opportunités offertes par cet outil, à savoir modernisation de la fiscalité, transparence et renforcement de la confiance entre les citoyens et l'administration.
Le ministère des Finances a lancé plusieurs plateformes d'informatisation dans la collecte des recettes et dans la chaîne de la dépense. Et aujourd'hui, ici, c'est l'un des logiciels qui est en cours d'implantation, qui a eu sa première phase et nous allons lancer très bientôt la deuxième phase de digitalisation. Notez que la mise en œuvre de ce logiciel a été financée par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Cette initiative marque une étape décisive dans les efforts du gouvernement pour moderniser la gestion des finances publiques et maximiser la collecte des ressources essentielles au développement du pays. Il leur est au préparatif de la deuxième revue du gouvernement avec le FMI. C'est dans cette optique que le ministre des Travaux publics a conféré avec une délégation du FMI. La réhabilitation des routes de Kinshasa et de la Tchango précisément était l'objet des échanges entre le ministre John Banza et les autres Francis Chibalabala et Godem Poïd et Jeannie Chabani. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international prépare avec le gouvernement congolais la deuxième revue de l'accord au titre des facilités élargies des crédits. Le ministère des Travaux publics et Infrastructures est bénéficiaire de cet accord à travers le financement du FMI pour les grands travaux d'intérêt public, ce qui justifie la séance de travail du ministre des Travaux publics et Infrastructures, John Banza, et la délégation du FMI en séjour de travail en RDC. Les grands travaux de voirie de la ville-province Kinshasa, notamment la voie d'accès à Badara, les routes Mokali et la bretelle de la nationale numéro 1 au niveau de Maluku, étaient passés au peine fin par les ministres John Banza, les députés nationaux Francis Chibala et Godem Paul. Les deux députés nationaux ont plaidé pour la réhabilitation de ces voies routières de la capitale. Badara, c'est parmi les quartiers de Kinshasa qui avaient élu massivement le chef de l'État. D'où ce plaidoyer que je suis venu faire pour leur compte auprès du ministre de l'ITPR pour que l'on puisse construire pour eux la route. La seule route qui permettait à la population du coin de s'émouvoir est coupée par une érosion. Au-delà de Badara, nous avons aussi posé d'autres problèmes, notamment la réhabilitation de la route Mokali. Le ministre a proposé des pistes et des solutions. Premièrement, nous allons ensemble avec lui effectuer la descente dans ces coins pour résoudre rapide les problèmes qui préoccupent ces populations de la Tchango. Des sourires éclatants, des mains chargées d'espoir, plus d'une centaine de femmes ont reçu un fonds de commerce ainsi que des vivres pour booster leurs activités génératrices de revenus. C'est une action à fort impact social portée par l'ambassadrice du tourisme et présidente de la Fondation Oumoué, Véronique Kachala, qui a également pensé aux enfants vulnérables à l'occasion de la rentrée scolaire. Diane Balaka pour le commentaire. Le sourire était visible sur les visages de toutes ces femmes. Plus d'une centaine, elles viennent de recevoir chacune un fonds de commerce pour leur autonomisation économique. Opérées dans des domaines variés, ces femmes ont aussi bénéficié des vivres, de pain, mais aussi la farine de manioc et autres biens de valeur pour renforcer leur activité génératrice de revenus. Cette action de solidarité porte la signature de la Fondation Umue qui n'a pas également oublié les enfants vulnérables en cette période de la rentrée scolaire. Des sacs, cahiers et uniformes scolaires ont été remis à plusieurs orphelins. Un acte qui n'a pas laissé indifférente ces bénéficiaires qui ont toutes remercié bienfaitrice Véronique Kachala, présente sur le lieu pour procéder elle-même à la remise de ces dons. Nous avons apporté des kits scolaires qui constituent les cadeaux prévus pour vous accompagner en ces temps de rentrée. Heureuses et motivées, ces femmes ont promis à leur sortie de faire leur premier pas dans l'entrepreneuriat local avec objectif clair, leur en charge. La redynamisation du tourisme en République démocratique du Congo passe aussi par le bien-être de ceux qui y travaillent au quotidien. Le ministre de tutelle Didier Mazenga l'a bien compris et c'est dans cette logique qu'il a reçu la délégation syndicale de l'Office national de contrôle du tourisme. L'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de cette structure publique, pilier de la stratégie nationale de relance du secteur, était au cœur des échanges, nous dit Willy Atunakov.
Les préoccupations majeures du personnel de l'Office national du tourisme, ONT, dont le moyen financier devant permettre le développement harmonieux du secteur du tourisme en RDC et l'amélioration du barème salarial des cadres et agents de cet établissement public, ont été exposées au ministre de la tutelle, Maître Didier Mazenga Moukandjou, par une délégation syndicale de cet établissement public conduite par son président Anissé Dédé Ngala. Les préoccupations des majeures sont tournées autour du développement d'abord du secteur du tourisme. Il y a l'enjeu travail et salaire et que les salaires dépendent de la production. Nous étions également flattés par l'esprit d'ouverture du ministre autour de toutes ces questions surtout. Parce que peut-être qu'on l'aurait vu de loin, comme un monstre froid et distant et impersonnel, mais en l'approchant, c'était des entretiens fertiles et nous espérons qu'avec son leadership à la tête du ministère, les choses iront de mieux. Pour sa part, le numéro 1 du tourisme en République démocratique du Congo, Maître Didier Mazenga Moukandjou, qui connaît mieux ses ministères qu'il a déjà dirigés et qui revient pour la deuxième fois après un mandat d'une année passé à l'intégration régionale, a rassuré ses interlocuteurs de sa disponibilité permanente d'œuvrer en étroite collaboration avec tous les établissements et autres structures placés sous sa tutelle afin de matérialiser ensemble et en synergie le programme du gouvernement Souminois II, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire de la République démocratique du Congo une destination touristique sûre et attrayante. Et la dynamique s'accélère autour de la charte de l'Union sacrée de la Nation. Ce mardi, plusieurs personnalités ont fait le déplacement. Jean-Michel Samalo-Kondé, Eliezer Tambo et Gabriel Mokia ont signé la charte et le règlement intérieur, répondant ainsi à l'appel permanent, le professeur André Mbata. Robert Ndaïdjusesi. La signature de la charte et du règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation adoptée à l'unanimité au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée à du ce mardi 9 septembre 2025, le ministre délégué près le ministre de la signature sur ces documents essentiels pour l'Union sacrée de la Nation. Cet acte symbolique vise à renforcer la cohésion et la discipline au sein de la plateforme présidentielle. Au-delà de cette signature qui a été faite pour marquer en tout cas dans la République, nous avons aussi signé justement cet acte de loyauté et d'engagement. Nous réaffirmons ici justement cet engagement vis-à-vis de la haute autorité. Nous estimons nécessaire que quand on est dans une vision, on doit s'engager et s'engager totalement. Voilà pourquoi aujourd'hui les capables membres de l'ACER est venu signer la charte et les règlements intérieurs. Non, mais le président de la République doit compter sur notre loyauté, sur notre soutien et sur notre disponibilité à travailler pour l'intérêt général et puis à mettre en œuvre tout ce qu'il a comme vision pour le peuple congolais. D'autres figures de proue de la scène politique congolaise comme Gabriel Moka, l'ancien ministre Adel Kaïnda, ont également répondu à l'appel du secrétaire de la charte et le règlement intérieur. Basile Olongo, figure respectée, exprime lui aussi son soutien aux initiatives du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, se félicite de l'engagement de toutes les forces de l'Union sacrée de la Nation, invite les partis retardataires à venir accomplir ce devoir pour l'Union sacrée de la Nation. Fin de ce jour-là, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubero, dans la province du Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été coordonné par Marthe Mangazakalala sous la direction de Oscar Mbalkaïj avec le concours rédactionnel de Diane Balaka. Edith Chala, Monique Mavungu et André Njeka l'ont réalisé. Joseph Nzinzo était dans le au mixeur son. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Bobo Anan Mokundi, demain 7h. Malumbela. Au revoir et à très bientôt.